bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs, donc l'association Estigma, c'est ça. Voilà. Vous avez vraiment fait du super boulot. Voilà. L'amphi est plein. Vous avez, je crois, 400 ou 500 personnes inscrites. C'est un vrai tour de force. Bravo. Avec tous les moyens qu'on peut avoir dans nos laboratoires, les profs, les chercheurs, je ne sais pas si on aurait pu faire mieux. Donc vraiment félicitations. Donc, je réitère aussi mes remerciements pour m'avoir invité. D'autant plus que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que il y a une vingtaine d'années, moi j'étais à votre place en fait. Hein. Et à Lyon, les sciences cognitives, c'était vraiment quelques laboratoires. Il y a Olivier Koenig qui est présent ici, qui a initié toute cette démarche dans la région. Et moi, j'ai fait partie les premières promotions, je crois que c'est la deuxième promotion. Et c'est vrai qu'en tant que discipline, c'était difficile à expliquer ce que c'était. C'était pas de la biologie, c'était pas de l'informatique, c'était pas des sciences du langage, ni de la psychologie. Et aujourd'hui, on voit que c'est une réelle force. C'est une réelle force parce que, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est une discipline interdisciplinaire. Voilà. On sait tout faire, on connaît tout. Avant, on pensait que, en fait, on connaissait un peu de tout et finalement, on connaissait rien. Mais en fait, non. Voilà. Les sciences cognitives, aujourd'hui, dans le monde entier, c'est ce que font beaucoup de chercheurs finalement. Dans la mesure où un archéologue, par exemple, il doit avoir des connaissances en histoire, des connaissances en archéologie, des connaissances peut-être en géologie aussi, des connaissances en histoire de l'art, des connaissances en statistiques, voilà. Et les sciences cognitives, c'était, on va dire, une discipline qui était très pionnière dans ce domaine, puisque dans les cursus universitaires, on avait des champs disciplinaires qui n'étaient pas forcément extrêmement proches. On faisait de l'informatique et, je l'ai dit tout à l'heure, des sciences du langage. Et, donc voilà, donc c'est simplement pour vous dire que dans toute ma jeune carrière, en fait, j'ai été très imprégné de cette démarche interdisciplinaire. Et aujourd'hui, tous les projets que je peux mener dans notre laboratoire, c'est des projets que je vais mener avec des philosophes. Hein. J'ai co-dirigé une thèse sur l'olfaction avec un philosophe, ou avec un chimiste également, avec un informaticien sur des projets en lien avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est vraiment la culture des sciences cognitives qui m'a permis d'aborder le problème de l'odorat, dont je vais vous parler aujourd'hui, de la manière dont je l'aborde. Alors, il y a deux notions ici que j'ai intégrées dans le titre, sens caché et omniprésent. Alors, vous comprenez, je pense, pourquoi j'ai intégré ça. Dans la notion de sens caché, en fait, c'est ici ce que je veux dire, c'est que en termes de fonctionnalité, c'est un sens qui, a priori, ne nous paraît pas très très important. Voilà. Et pourtant, en fait, il travaille en sous-marin. Il travaille en sous-marin. Il travaille des fois en dessous des niveaux de conscience, ce qu'on peut appeler de la conscience. Et il travaille en fait tout le temps. Il travaille potentiellement à chaque inspiration. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez faire travailler votre olfaction. Et pourquoi? Parce que l'organe de l'olfaction, c'est le nez, et le nez, il a deux fonctions. La respiration, donc ça nous sert à aéroporter l'air jusqu'à nos poumons, pour une fonction vitale, hein, c'est l'apport en oxygène. Mais quand on veut intégrer de l'oxygène dans notre organisme, on peut potentiellement intégrer également des molécules qui peuvent être toxiques. Et donc, tout en haut de notre cavité nasale, on le verra tout à l'heure, on a un certain nombre de récepteurs qui vont nous permettre de détecter les molécules qu'il y a dans l'environnement pour dire continue, c'est bon pour ton organisme, ou stop, arrête de flairer, adopte un comportement adapté pour te défendre. Voilà. Et
là, en fait, on va toucher à deux fonctions de l'odorat. La fonction de protection et la fonction hédonique, de plaisir. Il y a une troisième fonction qui est également très importante, c'est la fonction sociale, dans la mesure où l'olfaction, c'est un sens qui est très important dans les interactions entre individus. Voilà. Pourquoi on porte du parfum? Voilà. Les personnes qui perdent leur odorat, si on fait un entretien, la première chose qui les dérange, c'est leur odeur corporelle. Ils ne savent pas si elle est acceptable ou pas. Et puis là, c'est le comportement qui va être modifié. Il n'y a pas un comportement. Il y a plein de comportements possibles. Je vais prendre plein de douches, je m'en fous, c'est pas grave. Ou je vais mettre du parfum, et ça peut être source de stress, d'anxiété. Et donc là, on va aller vers des choses qui peuvent toucher, par exemple, à la déprime, voire à la dépression. On verra ça également tout à l'heure. Donc voilà, sans se cacher et omniprésent. J'ai parlé des deux fonctions d'odorat, et ce que je vais faire, avant de commencer avec des éléments trop scientifiques qui vont peut-être vous embrouiller, mais je vais essayer de les présenter de manière très simple, je vais vous parler un peu de l'histoire. Est-ce que cette fonction hédonique, dans l'histoire humaine, elle était présente? Alors l'histoire humaine, ce serait on va dire, extrêmement ambitieux de ma part de vous développer tout ça, mais je vais commencer chez les Grecs. Donc, les Grecs, l'odeur, elle a été très importante dans les rituels religieux. Chez les Grecs, l'odeur, en fait, elle permettait d'attirer les dieux dans un lieu donné. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une échelle, il y a le concept d'échelle de perfection hédonique. C'est-à-dire que c'est une échelle qui est basée, qui va nous permettre de classifier des individus ou des concepts sur la base de l'agrément de l'odeur. Les dieux, ils sont caractérisés par leur odeur très agréable. Les mortels, par l'odeur neutre, à part en cas de maladie. Et les animaux par la mauvaise odeur. Donc là, on va avoir des atmosphères olfactives spécifiques qui peuvent être utilisées pour identifier le divin, pour séparer ce qui est divin de ce qui est profane. Et juste pour vous donner un exemple, ce qui est utilisé, ça va être des odeurs de viande grillée, par exemple, qui vont être agréables. La viande, c'est rare. Des plantes aromatiques ou des épices. Je vous rappelle que certaines épices ont quasiment le prix de l'or. Le safran, par exemple, je ne sais pas combien coûte un lingot d'un kilo d'or, mais le safran, c'est 30 000 € à 40 000 € le kilo. Voilà. Et donc, on va déposer ça dans des brûles parfums et on va faire diffuser cette odeur parce que avec l'odeur, en fait, on va avoir une sorte de contact avec le divin. On va passer chez les Romains. Donc, dans la Rome antique, il y a certaines odeurs qui étaient considérées comme agréables. Et là, on va plus toucher à la notion de beauté, de pureté et de luxe. Donc là, il y a un certain statut social qui va être associé à l'odeur. Une forme d'identité. Voilà. Les parfums, ils étaient très utilisés dans le quotidien, considérés comme un signe de richesse. Et puis, utilisés également au-delà des rites religieux dans les cérémonies de mariage. Un peu plus loin, si on s'intéresse à l'Andalous, en fait, il y a toute une culture qui provient d'Orient, même qui provient de l'ancien Iran, de Perse, où les jardins étaient, plus qu'un endroit, c'était quelque chose qui était extrêmement rare. Faire pousser des plantes
qui nous permettent d'avoir des odeurs apaisantes dans des environnements où il n'y a pas d'eau, où il fait extrêmement chaud et sec. Vous imaginez que c'est peu fréquent. Donc quand on arrivait à faire ce tour de force, eh bien on avait quelque chose qui était extrêmement précieux. Et ces jardins, en fait, d'Al-Andalus, eh bien, ils ont été encore plus perfectionnés en Andalousie par rapport à leur origine orientale. Et ils étaient célèbres pour leur beauté, pour le contrôle des odeurs, qui était une caractéristique extrêmement importante. Il y a beaucoup de jardins en Occident qui sont essentiellement, on va dire, caractérisés par leur aspect visuel. Il y a une beauté visuelle du jardin. Il peut également avoir une beauté olfactive, mais le contexte climatique fait que certaines plantes, elles ne vont pas s'exprimer de la même manière. Mais quand on descend un peu plus au sud, eh bien là, en plus de la vision, on peut avoir l'odorat. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ces jardins? Plein de plantes aromatiques, de la menthe, du thym, et puis des différentes formes de rose ou de jasmin. Un peu plus proche, en Occident et en particulier en France. Ici, ça c'est le bouquin de Mouchenbled en 2017 qui s'appelle La civilisation des odeurs, qui est vraiment un super livre qui parle un petit peu de la manière dont les odeurs ont été entre guillemets cultivées, en fait la culture des odeurs, notamment en France. La désodorisation des villes, mais également, il donne des exemples super intéressants de changements de préférence dans le temps. Par exemple, il y a 3 sécrétions animales qui ont une importance particulière en parfumerie. Le musc, qui est une sécrétion d'une glande du chevrotin, la civette, et puis l'ambre marine. Et ces 3 produits, c'est des produits extrêmement forts. Si vous les prenez de manière individuelle et vous les sentez, la civette, c'est vraiment affreux. On ne peut pas le sentir comme ça. Mais toutes les compositions de parfums, on va les utiliser parce que c'est des notes un peu lourdes qui nous permettent de faire tenir le parfum dans le temps. Donc le parfum, il y a plusieurs types de molécules qui permettent d'avoir un effet dans le temps, un effet un peu moyen, puis un effet un peu immédiat. Par exemple, les notes florales, c'est ce qu'on va sentir en premier. Et puis ensuite, il y a des notes, on va dire, qui permettent de faire durer le parfum au moins une demi-heure, et puis d'autres qui vont permettre de le faire durer longtemps. Et un parfum, c'est un parfum, quand il dure longtemps, enfin, au bout de 5 heures, c'est un parfum qui ne pue pas. Voilà. Donc il y a toute une subtilité à mettre la bonne dose de civette, d'ambre marine, etc. Mais le problème, c'est que ces produits animaux, en fait, ils sont rares et donc ils sont chers. Ils sont de plus en plus chers. Et les parfumeurs, parce que comme la demande augmentait, ils vont se tourner vers des produits d'origine végétale. Donc on va passer de parfums qui cognaient, qui étaient extrêmement puissants, avec des senteurs animales, à des parfums avec des notes florales beaucoup plus importantes. Et du coup, cette manipulation de l'odeur, ou cette utilisation de l'odeur dans un contexte industriel, elle aura même des répercussions sur les paysages olfactifs autour de vous. Par exemple, pour créer ces produits d'origine végétale, on avait besoin de plus de vergers, plus de végétaux qui vont nous permettre de produire les huiles essentielles nécessaires. Et donc, dans le sud de la France, il y a eu le développement de plein de villes qui ont permis de produire ces matières premières. Alors, ça c'est l'aspect un peu positif. Il y a un aspect un peu négatif aussi, c'est que dans les villes, ça sentait pas super bon. Pourquoi? Parce que on va avoir différents corps de métier qui vont coexister à proximité des maisons, en fait. Hein, les bouchers, les poissonniers, les gantiers, les peintres. Et parmi les pires, il y a les tanneurs, hein,
qui sont des utilisateurs de substances animales, des substances végétales aussi parfois toxiques. Et ces substances, elles sont utilisées pour accélérer la fermentation des fibres qu'ils vont utiliser. Et donc, en fait, on va les éloigner des centres des villes. On dit un gantier parfumeur. En réalité, c'est un gantier qui ajoute du parfum pour pas que ses gants puent. Et c'est comme ça que les deux professions, en fait, ont coexisté. Alors, tout ça, c'est parce que la poussée urbaine, en fait, elle a explosé. Vers 1515, il y avait 10% de la population française à peu près qui habitait dans les villes. Autour de la Révolution, c'est 20%, et Second Empire, c'est 50%. Donc là, ces problèmes d'odeur très désagréable, eh bien, fallait les gérer. Et donc, on a demandé à certains corps de métier d'évacuer les villes, en fait, ou de se mettre à la périphérie. Alors, on va maintenant parler un peu de cognition. Vous connaissez Broca? Alors, Broca, voilà, le mot-clé, c'est quoi? Voilà, c'est le langage. Donc, mais en fait, si on regarde ce qu'a fait Broca, il a fait plein de trucs. Et il a écrit un article qui en réalité, donc ça c'est disponible sur la BNF, la Bibliothèque de France, le site Gallica. Vous pouvez trouver ça gratuitement. Il a fait un article qui aujourd'hui, on ne pourrait pas publier un article comme ça parce que c'est un pavé, c'est un bouquin en fait, sur ce qu'il appelle les centres olfactifs. Et alors, je vous résume, c'est un peu plus technique que ça, mais il a une intuition, c'est que on peut faire des catégories de cerveau sur la base de pas la morphologie, mais la part relative de certaines structures par rapport à la taille globale du cerveau. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'un facteur discriminant entre différents cerveaux de mammifères, c'était la part relative de l'olfaction. Et il va faire deux tas. Un super gros tas avec la très grande majorité des mammifères, quasi tous, où l'olfaction, elle a une part importante. Et là, il dit le sens de l'olfaction joue un rôle prépondérant. Et il est la principale sentinelle et le principal guide de l'animal. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous vous trimballez dans la nature, et vous cherchez une de ces espèces qui serait anosmique, qui n'aurait pas d'odorat, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'odorat, ces espèces, c'est trop important pour elles. Voilà. Rappelez-vous, nous, on peut être anosmique. Et on peut continuer à vivre. Il y a des désagréments, mais on peut continuer à vivre. Mais chez ces espèces, par exemple un rat sans olfaction, je vous mets au défi d'en trouver un. Alors, on n'a pas les moyens de le mesurer, mais à mon avis, ça n'existe pas, ou très peu, ou alors il ne vivrait pas longtemps. Et ça, il appelle ça les osmatiques. Dans une autre terminologie, on peut trouver macrosmatiques. Et puis, il y a les anosmatiques. Il y en a très peu. Certains cétacés, certains amphibiens et les primates. Voilà. Les osmatiques, c'est ceux où l'odorat, il est très réduit, voire inexistant ou quasi inexistant. Au moins avec les techniques que Broca avait, on ne le voit pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il parle des primates et de l'homme en particulier, il va dire ça coïncide avec le développement excessif du lobe frontal. Et il ajoute, ce lobe agrandi aux dépens des autres s'est emparé de l'hégémonie cérébrale, la vie intellectuelle s'y est centralisée. C'est plus l'odorat qui guide l'animal, c'est l'intelligence éclairée. Donc là, il y a un soupçon d'opposition entre intelligence et odorat. Et cette idée que l'être humain, on est une espèce microsmatique ou anosmatique, eh bien, ça va être repris. Ça va être repris. L'odorat, il ne sert à rien. Ça va être repris dans des passages du bouquin de Darwin. Le sens de l'odorat est de la plus haute importance pour le plus grand nombre de mammifères, mais une utilité extrêmement faible chez les humains.
En termes psychanalytiques, Freud également, il considère que c'est un sens qui est inhibé, qui est refoulé. Et donc, au XXe siècle, il y a eu cette croyance, ou alors ce positionnement que c'était un sens qui était pas très important. Et en fait, par rapport au... Alors ça, c'est le sens ignoble. Mais par rapport au sens noble, comme la vision ou l'audition, c'est sous-étudié. Complètement sous-étudié. Et au XXe siècle, ben, on a quelques éléments de la littérature qui nous permettent de comprendre comment ça a été appréhendé scientifiquement, mais c'est de la gnognotte par rapport à tout ce qui se faisait sur les autres sens. Alors, il y a eu plein de choses. On va juste faire un bond vers les années 70. Ce monsieur, Jacques Lemanien, il était, je crois, directeur de recherche au CNRS, au Collège de France, et il a fait plein de travaux, d'abord sur l'alimentation, mais aussi sur l'odorat, la gustation. On peut dire que, voilà, en France, ça a vraiment été un pionnier dans le domaine, et à tel point qu'en fait, c'est lui qui a été le premier président de la plus grosse association européenne d'olfaction. L'ECRO, qui a été fondée en 70. Ensuite, il y a d'autres scientifiques qui ont pris le relais. Et tout ça pour vous dire que, un peu de partout dans le monde, la recherche sur l'olfaction, ça a commencé à intéresser les scientifiques. Et puis en 2004, Buck et Axel ont eu le prix Nobel. Prix Nobel, je vous résume, ils ont découvert la famille de gènes impliqués en olfaction. Gardez bien ce concept en tête, on va y revenir. Gène, olfaction. En fait, l'odorat, les molécules odorantes qu'il y a dans l'environnement, quand elles entrent dans la cavité nasale, elles vont s'accrocher à des récepteurs qui sont positionnés sur des neurones. Eh bien, ces récepteurs, ce sont des protéines. Et les protéines, on ne va pas les acheter au casino. On a dans notre génome les chromosomes. Dedans, il y a des gènes. Et ce sont ces gènes-là qui vont nous permettre de produire ces protéines, de les exprimer. On y reviendra aussi par la suite. Il y a toute une communauté scientifique qui s'est constituée autour de ça. Ça, c'est, on va dire, le premier tournant dans la recherche sur l'olfaction. C'est un tournant scientifique. Et ça a concerné une communauté de chercheuses, de chercheurs. Et puis, il y a eu un deuxième tournant que vous connaissez. Et là, on peut qualifier où, avec la pandémie de Covid, on a eu un nombre de cas de personnes anosmiques assez impressionnant. Une personne sur deux qui avait la Covid présentait une anosmie. Dans 90% des cas, on récupère en 6 mois. Et il nous reste 10% de personnes qui gardent des séquelles ou qui récupèrent carrément pas leur odorat. Ce truc, c'est intéressant. Vous connaissez l'outil Google Trends? Si vous tapez sur Google, tapez perte odorat ou tapez anosmie. Bon, en fait, ça coïncide aux différents confinements en France. Voilà. Donc, juste pour vous montrer que c'est un sens où on a vraiment très peu d'informations dessus. Le truc sur l'anosmie, c'est encore pire. Quand on tape anosmie, c'est plate partout et ça monte exactement au moment des vagues d'infection. Voilà. Donc, cette quête d'une meilleure compréhension des mécanismes de l'odorat, elle va pointer du doigt plusieurs enjeux. Et ce n'est pas que des enjeux scientifiques, en fait. Ça peut être des enjeux économiques, sociétaux. Je vais vous développer les grandes familles d'enjeux. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en vous présentant des résultats scientifiques qui essayent d'apporter des éléments de connaissance sur ces enjeux. Le premier, un enjeu scientifique, c'est comprendre la complexité du traitement oral et cognitif des odeurs. Et surtout, quand on parle d'odeur, on ne peut pas étudier l'odeur toute seule. On doit l'étudier avec une composante qui est omniprésente, c'est la composante émotionnelle ou hédonique.
La deuxième, c'est expliquer non seulement la plasticité de ce sens, parce que c'est un sens qui va être plastique, et cette plasticité, elle va avoir une conséquence, c'est que du point de vue comportemental, quand on va faire des études, on va constater qu'il y a une diversité extrêmement importante. Si aujourd'hui je présentais une odeur à l'audience et je la ferais circuler dans l'amphi, et je vous demande de me dire si c'était agréable ou pas, il n'y aurait pas vraiment d'accord. Pour certaines odeurs, on en a. Pour d'autres, on en a. Si je vous présente une odeur avec qui a en fait une molécule qui a un atome de soufre, ça va sentir la boule puante et tout le monde va trouver ça assez désagréable, à part si vous avez l'habitude de ces odeurs ou que vous aimez certains aliments qui comportent du soufre. Voilà. Très grande variabilité, et cette variabilité, elle nous permet en réalité de nous adapter à certains environnements, à certains contextes. Par exemple, la femme enceinte. Eh bien, son odorat va être différent durant les différents mois de la grossesse. Surtout au premier trimestre de grossesse, en fait, les seuils olfactifs vont baisser. Ça veut dire qu'on a une meilleure détection. Et cette détection qui va être meilleure, elle va se faire au détriment d'une perception de l'intensité des odeurs qu'on perçoit, beaucoup plus grande. Et quand on perçoit les odeurs de manière trop intense, pour la grande majorité des odeurs, elles deviennent désagréables. Pas toutes. Mais la grande majorité des odeurs deviennent désagréables. Alors ça se passe surtout au premier trimestre. Ensuite, les choses reviennent à la normale. Et on ne sait pas trop la fonction, mais on pense que c'est pour protéger le fœtus, d'abord l'embryon et ensuite le fœtus, eh bien de choses que la maman pourrait ingérer, des aliments avariés, voire de la viande crue, des choses qu'il ne faut pas manger pendant cette période-là. Donc là, c'est un bel exemple de variabilité intra-individuelle pour s'adapter à des contraintes environnementales. Et puis le troisième défi, c'est l'évaluation de l'altération de l'odorat, parce qu'il y a plein de personnes en fait qui perdent l'odorat, et à la différence de ça, prothèse visuelle, on peut aller voir, on sait, donc si je vous demande, vous avez un problème visuel, vous allez voir qui? À l'ophtalmo, et il va vous faire un truc, vous allez regarder les lettres avec des tailles différentes, et puis il va déterminer l'acuité visuelle. Si je vous demande, qu'est-ce qu'on fait si on a un trouble de l'odorat? Maintenant, vous savez un peu, mais je vous promets qu'il y a quelques mois ou quelques années, les gens ne pensaient pas systématiquement à l'ORL. Voilà. Et même quand ils allaient voir l'ORL lui-même, j'ai rien à vous proposer, en fait. Donc, ou alors, il évaluait avec un questionnaire. Et il y a très peu de tests psychophysiques qui vont être utilisés en routine. Pourquoi? Parce que c'est des tests qui durent 30 minutes, qui sont surtout utilisés par des scientifiques. Voilà. Il n'y a pas vraiment de gold standard dans la discipline. Et une demi-heure pour faire passer un test chez un ORL, c'est pas super pour lui, quoi. Il va pas gagner beaucoup de fric, donc il ne le fera pas. Et puis, évaluer les effets sur la qualité de vie des personnes, et aller au-delà de l'évaluation, mais essayer de remédier à ça. Voilà. À côté de ça, il y a des enjeux économiques et sociétaux. Et ces enjeux, en fait, ils soulèvent des questions en lien avec l'innovation. C'est-à-dire le développement de solutions qui vont permettre de résoudre des problèmes pour les gens. Alors, ça peut être, par exemple, en termes scientifiques, c'est développer des techniques qui mesurent l'effet de la composante émotionnelle des odeurs sur les préférences, la perception des consommateurs. Et ça touche, c'est un challenge qui va toucher plein de domaines. L'automobile, l'environnement, l'agroalimentaire, la parfumerie, le développement de techniques de diffusion de l'odeur. Comment on fait pour diffuser une odeur? Dans les labos, on diffuse des sons avec un ordinateur et une carte son. On présente des stimuli visuels avec une
toujours le même ordinateur. Mais pour des odeurs, comment on fait pour contrôler la concentration? Comment on fait pour contrôler le timing? Pour être sûr, si on veut mesurer un temps de réponse qui est la variable fondamentale en psychologie expérimentale, comment on sait que la personne elle vient de percevoir le stimulus? Et pour la réponse c'est facile, mais pour le top de synchro, voilà. Donc tout ça, ça touche à des domaines non seulement scientifiques, mais également industriels, puisque si on arrive à développer une machine grosse, petite, miniature, qui permet de diffuser des odeurs avec un ordinateur, ben là on touche à la digitalisation des odeurs, à l'aspect numérique. On peut travailler avec l'industrie du jeu, avec l'industrie de je ne sais quoi, qui a besoin d'intégrer des odeurs dans des contextes particuliers. Je vous parle de ça parce que la recherche, c'est pas que l'aspect fondamental. Voilà, moi je suis un défenseur, enfin peut-être que certaines personnes vont me voir comme quelqu'un qui s'est entre guillemets vendu aux industriels, mais les modèles théoriques qu'on développe, eh bien, dans notre équipe, on va les publier, mais on va également essayer de faire en sorte qu'ils soient utiles en fait à la société. Ça peut être à un industriel, mais on travaille aussi avec des associations de patients pour eh bien, que ce qu'on produise au laboratoire ne finisse pas dans le tiroir, quoi. La mise en place d'outils diagnostiques et de récupération de l'odorat, ça j'en ai parlé, puis je le développerai. Et puis, une dernière chose, ça c'est beaucoup plus futuriste, c'est des choses un peu impossibles, mais on ne sait jamais. Donc, je vous en parlerai à la fin. C'est imaginer et concevoir de nouvelles techniques qui peuvent relier l'olfaction naturelle, ce que nous on fait en laboratoire, avec des techniques artificielles pour différentes applications. Par exemple, soigner les pertes olfactives, utiliser ça dans un contexte clinique spécifique, et je vous en parlerai. Alors, l'odorat, la notion qu'il faut retenir, c'est que c'est un sens chimique. Il n'y a pas un pointeur, non? Non. Quelqu'un peut me répondre? Non. Ok. Donc l'odorat, c'est un sens chimique. Alors, c'est un sens chimique, et on devrait même dire c'est un des sens chimiques. Si je vous dis combien on a de sens, combien vous allez me dire? 5. Voilà. Alors là, il y a des profs d'université, il y a des étudiants qui sont en train de se marrer. Ben, il y en a beaucoup plus, en fait. Il y a des sens un peu cachés. Là, je vais vous parler d'un sens caché. Les sens chimiques, il y en a 3 chez l'homme. Il y a l'odorat. L'odorat, c'est... j'arrive pas à... Voilà. Non, il faut que je bouge. Ah, c'est super sympa. Merci beaucoup, Olivier. Voilà. Donc, l'odorat, là, on est dans la cavité nasale, et l'odorat, c'est la partie rose qui est là. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la fonction du nez. Respiration, olfaction. Eh bien, les zones un peu en orange, là, à part la langue, hein, pardon, les zones en orange, là, c'est l'épithélium respiratoire. C'est grâce à lui qu'on va réchauffer, humidifier l'air qui va entrer dans les poumons. Et la zone rose, c'est la zone de l'olfaction. Donc l'olfaction, c'est tout en haut. La gustation, qui nous sert à discriminer différentes saveurs, c'est sur la langue. Et puis, pour l'olfaction, en fait, les molécules, elles peuvent atteindre l'épithélium olfactif que je vais développer ici via la voie orthonasale, à travers les narines, et via la voie rétronasale. Quand vous mangez un aliment, il est dans la bouche, vous fermez la bouche, on continue de sentir. Ça passe derrière le palais. Donc orthonasale, rétronasale. Et en plus de ça, on a ce truc-là, cette espèce de pieuvre. C'est le 5e nerf crânien, qui s'appelle le nerf trijumeau. C'est un nerf qui est un peu particulier parce qu'il a 2 fonctions. Il a une fonction motrice, il nous sert tout le temps en fait. Là, il est en train de me servir,
Et si je mâchais un chewing-gum, il me servirait encore plus. Il est important pour les muscles de la mastication. Ça, c'est la fonction motrice. Mais au niveau périphérique, là, dans les différentes branches que vous voyez, il va y avoir des petits récepteurs qui peuvent détecter des molécules qu'il y a dans l'environnement. Et ça, c'est la fonction sensitive. Vous voyez que là, on a 3 grandes branches. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle trijumeaux. Il y en a un à droite, un à gauche. Ça fait 3 jumeaux, c'est un nom un peu barbare. Donc, il y en a un à droite, un à gauche, et il a 3 branches. Une branche mandibulaire dans la bouche, une branche nasale et une branche ophtalmique. Si vous mangez un bonbon à la menthe, vous avez une sensation d'odeur de menthe, c'est l'olfaction. Une sensation de goût sucré, c'est la gustation. Et puis vous avez une sensation de fraîcheur. Eh bien, c'est ça, la sensation qui est véhiculée par le nerf trijumeau. On va prendre l'inverse, l'opposé. Vous mangez des piments, ça brûle un peu ou il y a une sensation particulière. En fait, ne cherchez pas à comprendre, c'est de la chaleur. C'est une sensation de chaleur. Donc là, le nerf trijumeau, il travaille sur cette dimension de chaud-froid. Et en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle ce qui vient dans l'environnement. Si c'est trop froid, ça peut être nocif pour l'organisme. Si c'est trop chaud, ça peut être nocif. Donc il va mettre des seuils, et à partir du moment où ça dépasse un seuil, il vous crée une sensation de froid ou de chaud. Et là, vous réagissez. Qu'est-ce qui se passe quand, je ne sais pas, moi, c'est l'été, il fait chaud, vous ouvrez une boisson très gazeuse et vous la buvez d'un coup. Ça peut piquer dans la bouche, ça peut monter au nez, et ça peut même des fois vous faire un peu pleurer. Eh bien là, on a recruté les 3 branches du nerf trijumeau qui a détecté une molécule qui est nocive pour notre organisme, qui est le dioxyde de carbone. Donc lui, c'est bête et méchant. Quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est froid, quelque chose qui va vous donner un signal. Quand vous coupez des oignons, voilà, on pleure en fait, alors on ne pleure pas de tristesse, on pleure. Et en fait, quand on coupe l'oignon, il y a plein de molécules très très volatiles qui vont aller partout dans l'environnement, notamment au niveau de vos yeux. Au niveau des yeux, il y a la cornée qui est protégée par une espèce de mucus avec des larmes. Et il y a notre système trigéminal. Il va détecter des molécules qui sont néfastes, notamment certaines qui comportent du soufre, l'acide sulfurique. Et ça, c'est pas bon pour la cornée, ça peut l'irriter. Donc, il communique avec les glandes lacrymales et on produit des larmes pour diluer le produit. Le système trigéminal, il est là pour nous défendre. Mais nous, on est des petits malins. On est très intelligents. Donc, au fur et à mesure, on apprend à l'apprivoiser parce qu'on sait que ça ne va pas nous tuer. Qui se souvient la première fois que vous avez goûté de la moutarde? La moutarde, c'est un stimulus qui est intrinsèquement dégueulasse. C'est pas bon. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne peuvent pas manger leur steak frites sans moutarde. Et ça, c'est parce que, au fur et à mesure, on apprend à apprivoiser ces réponses défensives et à quasiment les transformer en plaisir, en fait. Donc ça, c'était pour le système trigéminal, et maintenant, on va regarder un peu l'olfaction. L'olfaction, ça se passe là, tout en haut. Tout en haut, on va dire, il y a 3 sections. Il y a le truc qui est rose, là. Il y a cette structure grise qui est la base du crâne, c'est un os. Et puis il y a cette structure jaune qui est le premier relais de l'information olfactive qui s'appelle le bulbe olfactif. Voilà, là, on a fait un zoom là-dessus. Épithélium, os et bulbe olfactif. L'os, il s'appelle l'ethmoïde, il a une particularité. Normalement, le cerveau, il est protégé, la boîte crânienne le protège. Mais de temps en temps, il y a des petits trous qui permettent de faire passer des axones pour que les organes sensoriels puissent communiquer avec le reste du cerveau. Et pour l'olfaction, ça se passe là, dans la lame criblée de l'ethmoïde, où les neurones que vous voyez là en différentes couleurs ont une partie, sont bipolaires, on appelle ça bipolaire, ils ont 2 pôles. Un à la périphérie qui est là on est dans la cavité nasale, qui est la dendrite. Et la dendrite, c'est un peu, par exemple, comme mon avant-bras, qui va se prolonger par des cils qui seraient mes doigts. Et sur les doigts, on va avoir des récepteurs, les fameuses protéines dont je vous parlais tout à l'heure.
Les molécules odorantes, elles s'accrochent aux protéines. Ça induit une cascade biochimique d'événements qui vont, au niveau de l'axone qui est là, vous voyez ici, ils vont produire un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action, il va être véhiculé par les axones qui traversent la lame criblée d'ethmoïde jusqu'au bulbe olfactif. Et du bulbe olfactif, on va accéder au reste du cerveau. Une molécule odorante, elle va avoir son propre pattern électrique. Et donc, on va avoir une spécificité. Chaque molécule, elle aura son propre pattern qu'on va reconnaître. On fait un zoom sur un cible. Voilà, les molécules sont en gris, en turquoise. Les récepteurs en gris, on s'accroche, cascade biochimique, potentiel d'action. Et ces récepteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des protéines qui sont exprimées par des gènes. Voilà une illustration de notre génome. Là, vous voyez, au niveau du chromosome 11, on a un gène olfactif, on verra par la suite, qui va coder pour une protéine. Et on a de la chance parce que cette protéine, on connaît la molécule qui l'active. Et donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre d'aborder des questions liées à la diversité olfactive. J'en parle après. Là, je vais passer là-dessus parce que ce serait trop complexe. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est quand la protéine, elle s'accroche au récepteur, comment on fait? Pourquoi une molécule donnée va sentir le citron? Pourquoi une autre va sentir le jasmin? Pourquoi une autre va sentir le fruit? Et donc, juste pour vous dire que c'est un problème qui est tellement complexe, on a trop de contre-exemples. Des fois, on pense que quand il y a cet atome-là, ça va donner ça, mais en réalité, non. Donc, les approches prédictives, elles ne marchent pas vraiment. Une approche prédictive, dans notre science, c'est dire je veux prédire que quelque chose sent le fruité sur la base de plein de trucs que j'ai ici, et je vais vraiment développer une fonction mathématique qui va permettre de le faire. Voilà. Et ça va marcher dans 95% des cas, par exemple. Eh bien ça, pour ce problème de relation entre la molécule chimique et la perception, ça ne marche pas. Donc on a opté pour, on a travaillé avec des chercheurs du LIRIS, qui est un laboratoire d'informatique à l'Université de Lyon 1, à l'INSA, sur une approche en intelligence artificielle qui s'appelle le data mining, qui est une technique qui permet en fait de prendre une base de données, une grande base de données, et aller fouiller dans cette base de données pour faire ce qu'on appelle de l'extraction de connaissances. En gros, nos cerveaux, ils n'arrivent pas à traiter le multidimensionnel, et grâce à ces techniques, on va pouvoir faire des associations que nous, avec notre œil, on n'aurait pas pu faire. Voilà. Et à partir de ça, on a pu déterminer, par exemple, que pour l'odeur de jasmin, voilà les différentes règles qui sont physico-chimiques qui permettent de la décrire. Alors ça, c'est super intéressant. Pour nous, scientifiquement, c'est un vrai challenge. Et tout à l'heure, je vous parlais des enjeux économiques. Eh bien, imaginez un parfum, il y a 70 composés à l'intérieur. La formule, elle est secrète. Mais les parfumeurs, il faut qu'ils la donnent à la Commission européenne pour déterminer si c'est nocif ou pas. Et imaginez qu'un jour, parce que la législation, elle change tous les jours, hein, cette molécule-là, on dit, elle est cancérigène. Il faut qu'ils l'enlèvent. Donc le parfum, il change. Si le parfum change, c'est pas bon. Donc avec des modèles comme ça, alors je ne dis pas que notre modèle fonctionne, hein, je vous parle juste de l'approche. Hein. Il y a d'autres équipes qui ont développé des modèles encore plus performants. Hein. Eh bien, avec des modèles comme ça, on peut remplacer la molécule par une autre si on voulait, par exemple, une note de jasmin. Voilà, c'est l'idée. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus. On peut également faire des études en neuroimagerie pour accéder à justement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Alors dans le cerveau, on sait qu'il y a plein de structures qui sont impliquées. C'est surtout ce qu'on appelle des structures ventrales. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le ventre du cerveau. Un peu caché comme ça. Et puis ça, c'est le dos du cerveau. Voilà, la partie dorsale. Chez l'animal, on n'a pas cette courbure. C'est vraiment une caractéristique chez l'homme. Chez l'animal, c'est plat. L'axe antéro-postérieur,
C'est ça. Et chez l'homme, l'axe antéro-postérieur, ça fait une courbure comme ça. Voilà. Quelques petites études. Mon collègue Arnaud Fournel, il a fait une étude en neuroimagerie où il a utilisé des techniques un peu poussées de recherche d'informations dans les activités cérébrales. Et il a déterminé que eh bien, tout ce qui est perceptif en olfaction, c'est codé dans une structure qui reçoit l'information du bulbe olfactif. Et juste avant cette structure qui reçoit l'information du bulbe olfactif, il y a une autre structure qui va recevoir l'information chimique. Donc en gros, le bulbe, il donne un code chimique à une partie du cerveau qui s'appelle le cortex antérieur piriforme. Le code ensuite, il est transformé en un code perceptif. Tiens, c'est de la rose. Et puis ensuite, on a plein d'autres structures qui vont être impliquées dans c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce que c'est, le contexte, etc. On a également montré que, au-delà du système olfactif, les odeurs sont capables d'activer le système de récompense. Il y a certaines personnes qui peuvent être, entre guillemets, addictes à certaines odeurs. C'est tellement bon qu'on veut continuer à les sentir. Eh bien, cette sensation, ça n'implique pas seulement le système olfactif, ça implique également le système de récompense. Comment dire, il y a beaucoup de projets de recherche qui sont menés pour essayer de comprendre cette diversité olfactive, parce que tout ce que je vous ai raconté, il ne faut pas vous mettre en tête que l'olfaction, c'est stable. L'olfaction, ça bouge. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la gestation. Eh bien, ça bouge en fonction de plein de facteurs. La gestation, l'état hormonal également, on va le voir par la suite, le genre, le développement, vieillissement, pathologie, les variations génétiques, et puis beaucoup de facteurs cognitifs, et puis notre environnement chimique. On va parler de quelques-uns de ces facteurs. Les connaissances lexicales. Là, c'est une étude toute simple. Trans-2-hexénylacétate, c'est vous allez chez Auchan, vous achetez une grappe de banane un peu verte. Eh bien, si vous grattez la peau de la banane verte, ça sent ça. Ça sent pas vraiment la banane, mais ça sent ça. Donc cette molécule, on la présente à un groupe contrôle. On fait sentir une fois, on demande à la personne, tu aimes pas? Elle nous dit, ouais, c'est plutôt bon. La deuxième fois, on présente, on dit la même chose, c'est la barre noire. Vous voyez, ça baisse un peu, mais rien de méchant, c'est pas différent statistiquement. Et ici, on a un groupe test. On présente une odeur, la même molécule. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Ben, c'est à peu près la même note. Et la deuxième fois, il y a un petit indice où on dit pas est-ce que c'est bon ou pas bon. Dis-moi si c'est bon ou pas bon. C'est de la banane. On donne l'objet source. Et là, on modifie tout. Donc, la consigne qu'on va donner à un sujet d'expérience, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Il faut vraiment faire attention quand on manipule ces concepts de perception hédonique ou de perception tout court, de ne pas biaiser en fait le sujet. Alors il y a des corrélats neurophysiologiques également je passerai pour les détails. Méthylsalicylate. Au Canada, c'est ce qu'on appelle le wintergreen. C'est utilisé dans les bonbons en fait. Et en France, eh bien, on l'utilise dans les baumes, dans les produits médicinaux. Donc, au Québec, Canada, France, on a à peu près les mêmes langues, on a la même langue, on parle le français, voilà. Et on n'a pas le même usage. C'est-à-dire que cette molécule, c'est quelque chose qui est complètement différent dans l'usage, en fait, dans la fonction. Eh bien, quand on fait sentir ça à des Canadiens ou à des Français, on va avoir, vous voyez, je suis désolé, moi je vois bien ici, mais il y a un problème avec l'affichage. En tout cas, cette odeur de wintergreen, elle est très agréable au Canada, moyennement agréable en France, et là c'est la note de comestibilité. Ça se mange ou ça se mange pas. Voilà, donc ça c'est un effet culturel qui est fort. La bêta-ionone. La bêta-ionone, c'est la molécule, si vous mettez une violette en dessous de votre nez, c'est la molécule qui est principalement responsable de l'odeur de violette. Et cette bêta-ionone, elle a une particularité, c'est qu'on connaît son récepteur.
C'est le fameux récepteur dont je vous parlais tout à l'heure, là, sur le chromosome 11. OR5A1, il est là. Eh bien, ce récepteur, il a une particularité. Il est polymorphique. Ce gène, pardon. Alors, polymorphique, plusieurs formes. Donc, un gène, c'est l'allèle du papa plus l'allèle de la maman. Et ça peut être, si par exemple un gène, il peut avoir deux allèles différents, A et G, on peut être en génotype AA, ou AG, ou GG. D'accord? Généralement, ça n'a pas beaucoup de répercussions sur la forme de la protéine. Mais des fois, ça peut modifier, parce que c'est un nucléotide qui peut changer. Sur toute enfin, je ne vais pas faire un cours de génétique, mais voilà, un gène, c'est une série de nucléotides, hein, AGTC, et en fait, eh bien, l'allèle, on dit que deux allèles sont différents, ben, quand il y a un nucléotide différent. Voilà. Eh bien, imaginez que vous scannez, vous allez chez Carrefour, tout à l'heure j'ai dit Auchan, donc maintenant je dis Carrefour, vous scannez un produit, mais que le code barre, il est modifié un tout petit peu. La machine, elle va vous faire bip bip. Voilà, c'est pas le même. Donc là, c'est un peu le même concept. Et là, on va avoir quelque chose qui est un tout petit peu modifié, mais des fois, on produit la même protéine, mais des fois, la protéine, elle peut avoir un tout petit changement. Eh bien, ça peut avoir des répercussions sur la manière dont la molécule, elle va s'accrocher à cette protéine. Et donc, ça a des répercussions sur le signal électrique qui est envoyé. Et donc, on ne va pas sentir les choses de la même manière. À tel point que des fois, il y a des molécules qui ne sont pas senties par une partie de la population et d'autres qui sont extrêmement senties très fort. Et donc, pour la bêta-iodone, ben, c'est le cas. On va avoir les gens qui sont AA, ils sont quasiment hyposmiques ou anosmiques. Et les gens qui sont des autres génotypes, ils vont sentir la bêta-iodone normalement. Je vais passer directement à ce slide. Je regarde l'heure. Alors, les pertes olfactives. Les pertes olfactives, c'est un sujet de recherche qui nous occupe beaucoup au laboratoire. À 3 niveaux, on veut les comprendre, on veut les diagnostiquer et on veut les soigner. Ça, c'est 3 grands sujets dans notre équipe. Anosmie, hyposmie, anosmie, c'est l'équivalent un peu de la cécité. Hein. On sent rien, zéro. Hyposmie, c'est un peu la myopie olfactive. On a une altération partielle de l'odorat. Voilà. Ensuite, on peut avoir des modifications qualitatives, parosmie. Je vous présente du chocolat, vous allez me dire ça sent la cacahuète. Donc on change de qualité. Ou phantosmie, ben, il n'y a pas de molécules dans l'environnement et on va sentir une odeur. Dans 80% des cas, elle est désagréable. On peut prendre en charge, alors les causes post-infection, hein, comme le Covid, sino-nasal, quand on a des polypes dans le nez, post-traumatique, on a fait une chute, par exemple, sur le visage, congénital, à la naissance, hein, on n'a pas d'odorat en fait. Hein. Il y a environ 20% de la population mondiale qui a un trouble olfactif. La grande majorité, ce sont des hyposmies, c'est un peu comme une myopie. Mais on a entre 1 et 5%, c'est des anosmies totales. Et c'est souvent associé au vieillissement, à des maladies neurodégénératives comme le Parkinson, comme l'Alzheimer. Voilà, vous voyez ce chiffre de 20%, nous on a montré que c'était entre 18 et 20% en France, et c'est assez stable hein, dans le monde, hein, là où ça a été étudié, un peu plus en Australie. En Australie, il y avait plus de sujets âgés, hein. Et puis à Taïwan, un peu moins. Voilà. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a fait une étude pendant la Covid, les phantosmies. C'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, qui va modifier votre comportement. Parce que quand vous avez une odeur de poubelle dans le nez toute la journée, ou de temps en temps qui apparaît, c'est pas franchement agréable. Il y a 14% des personnes qui ont eu une anosmie dans la Covid. Dans les 3 premiers jours, ils ont senti cette odeur. Et puis, la proportion, elle augmente quand le trouble s'installe. En fait. Après 6 mois, on a plus d'une personne sur 2 qui développe des phantosmies. Donc voilà, donc, perdre l'odorat, c'est pas anodin.
les personnes qui perdent l'odorat sont plus victimes d'accidents domestiques. Elles présentent un taux de dépression plus élevé que la norme, des problèmes de déficit en termes de sécurité ou d'hygiène personnelle. Il y a des professions qui sont touchées. Et puis, bien entendu, un des trucs le plus importants, c'est qu'il y a une sensation de manger du carton, en fait. Donc, on a une perte du plaisir. Là, je vais passer très rapidement parce que j'ai plus de temps. Juste pour vous dire que les travaux qu'on mène dans notre équipe, eh bien, ce sont des travaux à visée fondamentale. On va publier des articles, mais on a beaucoup de thèses chiffres. C'est des thèses avec des industriels, des collaborations CNRS avec le privé dans différents domaines, et puis des financements, beaucoup de financements de la région, et puis des financements européens également. Ça, c'est... Je vais passer, c'est toutes les techniques qu'on a pu adapter ou développer. Ça, c'est des choses qui sont adaptées à l'étude de l'olfaction. Ça, c'est des systèmes qu'on a développés, comme celui-ci. Ici, c'est un système qui diffuse des odeurs automatiquement. Donc ça, c'est fait maison. C'est 2-3 ans de travaux où on va avoir un système qui va nous permettre de diffuser les odeurs à la milliseconde près, avec la bonne concentration, etc. C'est un projet en cours avec les collègues Arnaud Fournel, Camille Ferdenzi, Marion Richard. On essaye de développer un test olfactif connecté où les personnes en fait peuvent non seulement évaluer leur odorat, mais également s'entraîner depuis chez eux avec une plateforme qui va nous permettre de centraliser les données. Et puis ça, c'est un projet européen que je coordonne, un peu futuriste, où on essaye de développer en fait une prothèse olfactive, mais une preuve de concept de prothèse olfactive. Alors, je vais m'expliquer. Je ne donne pas trop d'espoir aux personnes qui n'ont pas d'odorat et qui pensent que demain on aura la lunette olfactive qu'il faut. C'est vraiment un tout premier pas. Un tout premier pas. Donc c'est quand même un projet qui est financé à hauteur de 3 millions d'euros. Il y a différents laboratoires, et tout à l'heure je parlais de sciences cognitives. Eh bien, c'est vraiment dans l'ADN de l'équipe de travailler avec des disciplines un peu, auxquelles on n'aurait pas pensé, avec lesquelles on n'aurait pas pensé avoir des interactions. Pour développer un tel système, il faut développer des capteurs miniaturisés. Donc on travaille avec le LETI, qui est un laboratoire spécialisé en nanotechnologie à Grenoble, du CEA. Une fois qu'on a les capteurs, il faut pouvoir stimuler le système olfactif, donc trouver un labo qui est spécialiste. Il faut également pouvoir assembler, avoir des spécialistes en biotechnologie qui peuvent assembler des capteurs avec des stimulateurs. Et donc ça, c'est la start-up Aribal à Grenoble. Ensuite, eh bien, il faut faire des expériences en psychocognitive, en neurochirurgie également, et puis en olfaction clinique. Et donc ça, c'est le rôle de notre labo, du labo à Dresde, et puis d'un labo de nos collègues à Salonique en Grèce. Et puis une fois qu'on a fait cette preuve de concept, il faut pouvoir imaginer le design de ce prototype. Et ça, c'est la tâche de nos collègues qui sont spécialisés en design mécanique à Milan, à l'école polytechnique de Milan. Donc rendez-vous dans 3 ans. Si vous m'invitez, Stigma, je reviendrai pour vous présenter les résultats. Voilà. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Du coup, merci de votre attention. On va essayer de prendre 2 ou 3 questions, si possible. Oui. Ok, super. Du coup, je laisse lever la main si vous en avez. Oui. Dans le cas de la musique, c'est pas en lien avec le par exemple, ça marche pas. En fait, c'est des molécules qui vont se fixer et puis en fait, après, les molécules vont se fixer avec les méthodes, ou c'est... Enfin, je sais pas, le mécanisme en lien avec l'anosmie. La physiopathologie de l'anosmie. Ouais. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs causes. Ah, avec le Covid, ouais, d'accord. Ouais, bonne question.
Mais en fait, on ne sait pas. Mais on ne sait pas, mais on a des pistes. On a des pistes. Tout à l'heure, je disais, j'ai pas tout développé parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais hop. Voilà. Là. Donc là, vous voyez, au niveau de l'épithélium, je vous ai parlé que des neurones. Mais en fait, un neurone tout seul, il ne peut pas fonctionner. Il faut le nourrir. Et ces neurones-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils se renouvellent. Un neurone qui se renouvelle. Ça aussi, j'en ai pas parlé comme enjeu. En olfaction, les neurones se renouvellent. Et il y a des labos qui travaillent sur l'explication de ce mécanisme avec comme... l'explication de ce mécanisme pour essayer de le transposer aux maladies neurodégénératives, quoi. Voilà. Donc, mais ça, c'est le Graal de la discipline. Hein. Donc, alors, ces neurones, ils se renouvellent grâce à ces cellules basales ici, qui sont en noir. Et ces neurones, ils fonctionnent grâce aux cellules roses, qu'on appelle des cellules de soutien. Donc, dans l'épithélium, il y a 3 familles de cellules. Neurones, cellules basales, cellules de soutien. Dans la Covid, le virus qui est responsable de la maladie, c'est le SARS-CoV-2. Hein, c'est l'espèce de boule là, avec des petits poils dessus. Là. Il y a les petits poils qu'il y a dessus, c'est les protéines. Et ces protéines, c'est une clé pour le neurone pour ouvrir certaines cellules. Pourquoi il veut ouvrir les cellules? Parce qu'il veut pouvoir se multiplier. Et il va pouvoir se multiplier parce que dans nos cellules, il y a une espèce de boîte à outils qui lui permet de le faire. Et heureusement, il n'arrive pas à rentrer dans toutes les cellules. Pour vous donner un ordre d'idée, le SARS-CoV-2, si la cellule qui va infecter, elle a la taille d'un stade de foot, par exemple le Groupama Stadium, eh bien, le SARS-CoV-2, il a la taille d'un supporter. Et donc lui, il va chercher à rentrer, mais il ne peut pas. Mais il peut, sur certaines cellules, que sa protéine, sa clé, arrive à ouvrir. Et ces cellules, c'est les cellules qui comportent un récepteur. Alors il y a 2 familles de récepteurs, mais on va parler que d'un seul, qui s'appelle le récepteur ACE2. Les cellules qui comportent ce récepteur, elles se font infecter. Et maintenant, vous avez compris. On va essayer de comprendre si, dans le système olfactif, il y a des cellules qui ont ce récepteur ACE2. Et ce qu'on a montré, pas nous, parce que la communauté a montré, c'est que les cellules basales et les cellules de soutien ont ce récepteur. Donc, l'anosmie, elle serait la mort du neurone, l'apoptose du neurone. Apoptose, c'est mort cellulaire. Elle serait en lien, ce serait un effet indirect. D'accord? Le virus, il infecte ces 2 types de cellules, et ensuite, voilà. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que, en fait, c'est tout simple. Hein. Quand un organe il se fait infecter, il y a une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, on a un œdème. C'est comme ça que notre organisme il se défend. Et il y a la formation d'un œdème tout en haut de la cavité nasale. Et tout en haut, je ne vous ai pas expliqué, mais en fait, c'est pas large comme ça. Hein. C'est une toute petite fente. Et s'il y a un œdème, boum, ça se ferme. Et après, ça va se rouvrir avec le temps. Alors, il y a encore d'autres hypothèses. Et ce qu'on pense, c'est que, en réalité, il y a différentes formes d'anosmie dans la Covid. Et qui seraient liées justement à ces différents mécanismes. Et ces mécanismes, ils ne sont pas exclusifs. Il peut y avoir les deux, il peut y avoir un seul, il peut y avoir plein de combinaisons de causes physiopathologiques. Dans un cas sur 2, 50% des gens, ils n'ont pas d'anosmie. Ouais, on peut en prendre encore une question. Allez-y. Là, j'ai un autre événement après, c'est pour ça. Alors, vous avez dit qu'en général, la famille de rap, vous avez dit qu'elle n'a pas été. Et vous pensez que ça entraînait l'olfaction, améliorer la sécurité
Ouais, j'ai pas parlé de l'entraînement. Alors, l'entraînement, c'est très particulier parce que les labos qui travaillent là-dessus, ils travaillent dessus depuis une petite quinzaine d'années. Et c'était quelque chose qui était relativement discret, qu'on proposait aux patients. Nous, on a des projets de recherche qui datent d'une dizaine d'années où on va proposer aux patients entraînez-vous. Alors pourquoi? L'hypothèse qu'il y a derrière, qui n'a jamais été vérifiée, c'est qu'on pense que comme il y a de la plasticité dans le système olfactif, on ne connaît pas vraiment la cause. On peut connaître la cause de l'anosmie, mais l'anosmie qui va durer dans le temps, on ne sait pas pourquoi elle dure. On n'a pas d'outils qui nous permettent vraiment de... Alors, on peut voir que le nerf, il est coupé. Ça, on peut le voir. Mais des fois, il n'y a pas de raison valable, il n'y a pas d'explication vraiment claire. Et en fait, l'entraînement, c'est l'idée de dire, ben, c'est vrai que c'est des neurones, mais peut-être qu'en stimulant le système, on va potentiellement réveiller les cellules basales. C'est peut-être elles qui sont éteintes. On va réveiller quelque chose qui va faire que la personne va récupérer. Dans la Covid, on a eu une explosion des commentaires sur Internet ou des articles de presse disant entraînez-vous, il y a des gens qui ont vendu des kits. Enfin bon, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, en réponse, nous, on a fourni à nos patients ou aux personnes ou sur un site web des fiches techniques qui permettent d'expliquer ce que c'était que l'entraînement, mais qui donnent également des chiffres. C'est-à-dire que quand vous perdez l'olfaction à la suite d'un trauma post-traumatique, à la suite d'un trauma, si vous ne faites rien, vous récupérez dans 10% des cas. Si vous vous entraînez, vous récupérez dans 30% des cas. Ce n'est pas 100%, mais ça triple vos chances. Statistiquement, on peut dire ça, mais ce n'est pas 100%. Et à la suite d'une infection virale, si vous ne faites rien, c'est 30% de chance de récupérer au bout de 3 mois. Et si vous vous entraînez, ça monte à 60%. Voilà. On ne connaît pas le mécanisme, mais ça augmente vos chances. Ça ne les augmente pas à 100%. Et les effets sur la qualité de vie, on a montré que chez les personnes chez qui ça augmente, ben, automatiquement, elles vont vous déclarer qu'elles sont contentes, quoi. Donc, le problème, c'est que quand ça ne marche pas, alors qu'on a donné, on a fait penser à la personne que entraînez-vous, ça va marcher, c'est là où ça peut être extrêmement complexe pour la personne. C'est pour ça qu'on a développé comme une arborescence pour la personne quand elle s'implique dans ce parcours, en lui disant, voilà, ça va peut-être pas marcher comme ça. Si ça ne marche pas, au bout de 3 mois, par exemple, ce qu'on a fait, on a fait une fiche sur l'explication de ce que c'était que la gustation, le système trigéminal, en disant à la personne que, eh bien, on peut cultiver, on a un nerf trigéminal qui nous permet de ressentir le piment, le machin, le truc. Et ça, d'ailleurs, c'est grâce aux patients. Il y a des patients qui nous disent, moi, j'ai plus d'odorat, mais j'ai recréé une bibliothèque, entre guillemets, d'odeurs grâce aux sensations sucrées, salées, froid, chaud, piquant. Voilà. Et ça, dans ces recommandations, on explique aux gens que, ben, en fait, il faut cuisiner avec un aspect visuel, avec de la texture, avec du trijumeau, et en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on encourage les gens à continuer à rester dans l'activité culinaire, et ils ont le nez devant la marmite, donc ils s'entraînent olfactivement, et ils continuent. On n'aura jamais les résultats d'une telle étude. Si vous voulez, c'est juste du bon sens, hein. Mais on pourrait faire une étude à long terme pour essayer de voir, ce seraient des études basées sur questionnaires, pas très fiables, mais si on teste suffisamment de personnes, peut-être qu'on peut avoir des informations. Mais voilà. Je vous ai fourni des infos un peu en vrac, mais je pense avoir répondu en partie. Voilà.